Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'hôtel d'Euroclore. Un mot d'abord pour vous dire que je suis absolument ravie d'accueillir à nouveau certains d'entre vous ici et d'ouvrir cette journée, ce colloque économie circulaire vers des produits durables et réparables. Je tenais à remercier vraiment l'association Halte à l'obsolescence programmée. J'ai bien commencé la matinée en me trompant de prénom concernant la déléguée générale, mais je sais une chose et je le dirai ensuite, c'est que je me suis peut-être trompée de prénom, mais je crois qu'on ne s'est pas trompé de partenaire. Parce que s'il y a bien une association, s'il y a bien une ONG, si vous me permettez de vous appeler comme ça, qui a fait preuve d'exigence, d'ambition, du pragmatisme nécessaire pour arriver au bout des choses, et croyez-moi, c'est peu fréquent, eh bien c'est bien Halte à l'obsolescence programmée. Donc merci à vous, chère Laetitia, merci aussi au Club de la durabilité pour cette initiative. Alors il y a 4 ans, vous le savez encore mieux que moi, la loi de transition énergétique pour la croissance verte donnait pour la première fois un cadre juridique à l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée devenait, alors en droit français, un délit de tromperie. C'était un pas essentiel, mais moi je considère que c'était seulement un premier pas. Attention, un pas très important, mais un premier pas. Parce que cette première victoire, majeure pour le consommateur français, ouvrait la porte à un champ d'action bien plus large, la transition vers une économie circulaire. C'était un peu le début. Et le chemin parcouru depuis 2015 pour faire rentrer dans les mœurs cette évolution sociétale, cette révolution du bon sens quelque part, n'a rien d'une gageure. Et j'aurai l'occasion d'y revenir, mais le projet de loi que j'ai porté la semaine dernière devant le Sénat vous doit énormément. D'abord parce que vous avez été des lanceurs d'alerte. Grâce à vous, l'obsolescence programmée est devenue un sujet de société, un enjeu économique, et donc d'attention pour les consommateurs, notamment pour leur pouvoir d'achat, pour les industriels qui souhaitent répondre à ces nouvelles attentes. Ensuite, parce que votre influence a toujours été nourrie par un travail de fond, je l'ai dit en introduction, de grande qualité. Je pense à votre livre blanc ou encore à vos récents travaux sur les lave-linges qui formulent de solides constats et de vraies alternatives. Et puis ensuite, parce que vous avez été des partenaires très impliqués dans l'élaboration de cet indice de réparabilité qui a été voté la semaine dernière au Sénat. Je crois qu'il n'est donc pas exagéré de dire aujourd'hui qu'on poursuit, vous et moi, un même objectif. Et j'oserais même, il n'est pas coutume, peut-être que c'est vous qui allez en prendre ombrage, mais un même niveau d'ambition écologique. Et je suis convaincue d'ailleurs que la méthode de travail qu'on a mise en place est déterminante. Et j'insiste d'ailleurs sur cette notion de la méthode. Parce que la transition écologique, on veut tous y aller. On a tous des ambitions. Simplement, comment est-ce qu'on y va? On n'en discute pas suffisamment. Parce que c'est bien plus facile de faire des grands plaidoyers, de prendre la parole en prenant soit un ton dramatique, soit un ton enjoué. Mais ce qu'il faut, c'est travailler. C'est se poser la question, quel est le rôle de chacun? Comment est-ce qu'on s'organise pour sortir des postures et pour aller et tracer le chemin vraiment pour aller au bon endroit? Je ne dis pas du tout que l'État d'ailleurs a fait les choses parfaitement jusqu'ici. Nous, on essaye d'éprouver une méthode de travail. Je serais plus qu'heureuse d'ailleurs d'avoir vos retours sur cette méthode de travail pour suggérer d'autres choses. Et je crois que c'est important qu'on sorte tous, comme vous l'avez fait d'ailleurs, des postures, des plaidoyers pour vraiment avancer ensemble. Alors je pense que l'État doit avoir l'initiative institutionnelle, le cadrage normatif. Et c'est bien souvent d'ailleurs grâce à vos suggestions. C'était le cas avec la LTECV qui a donné une vraie première impulsion, un vrai premier cadrage. À vous ensuite la traduction opérationnelle, souvent l'accélération du processus, que ce soit avec des études techniques ou avec l'exploration de nouveaux dispositifs. C'est ce que vous avez fait notamment en explorant à ma demande les possibilités de dispositifs incitatifs à la réparation. Ça, c'est très important et je sais que c'est que le début là encore. À nous aussi ensemble, ensuite, la co-construction pour être valide techniquement, parce que ce qui est valide doit être valide techniquement, doit être partagé par tous, les citoyens consommateurs, mais aussi les entreprises et les industriels. C'était bien d'ailleurs le sens et l'esprit de la feuille de route de l'économie circulaire qui perdure dans la loi. Co-construire à chaque fois que c'est possible, plutôt que d'imposer par principe. À l'État, enfin, tant au pouvoir exécutif qu'au pouvoir législatif, la formalisation normative, pour aboutir à l'édiction de règles, une fois que l'ensemble des acteurs informés, consultés et assez mûrs pour une phase de transformation. Comme pour l'obsolescence programmée il y a quelques années, nous pouvons aujourd'hui légiférer
pour institutionnaliser cet indice de réparabilité, parce que les acteurs les plus moteurs ont joué le jeu. Je pense par exemple à Fnac Darty, dont j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de visiter les ateliers de réparation. Aujourd'hui, c'est donc là où nous en sommes. La première lecture au Sénat du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a acté un certain nombre d'avancées que vous appeliez de vos voeux. Je pense à l'indice de réparabilité, aux objectifs de réparation qui pourraient être fixés aux filières REP, que nous allons fixer, que nous devrons fixer aussi ensemble. Ça, c'est important, parce qu'une loi, c'est que le début du travail. C'est pas à vous que je vais le dire, mais c'est que le début du travail. Je pense aussi au travail sur la disponibilité et la rationalisation du format des pièces détachées. Je pense aussi à toutes les mesures qui ont vocation à privilégier l'allongement de la durée de vie et le réemploi. Et à titre personnel, je veux dire que je suis ravie de toutes ces mesures parce qu'elles permettent à cette loi de proposer non pas une alternative, mais bien une transformation plus globale d'un système, je crois, ou j'ose espérer, dont plus personne ne veut. Je pense aussi que nous pourrons aller plus loin sur beaucoup de ces sujets-là. Il reste encore les débats à l'Assemblée nationale. À titre d'exemple, le Sénat n'a pas voté en faveur de la réinitialisation de la garantie légale lorsqu'un produit encore sous garantie est remplacé par un produit neuf. Ça, nous pourrons le faire passer, je l'espère peut-être, à l'Assemblée nationale. Cette pratique, c'est pourtant un non-sens économique. L'entreprise paye le prix d'un autre téléphone plutôt que de le réparer. C'est aussi un non-sens écologique, notamment en raison de l'impact sur nos consommations de matières premières. Il faut encourager à des pratiques plus vertueuses en rendant ces actions commerciales moins intéressantes. C'est ça le but. Néanmoins, mon rôle, c'est aussi de rappeler que tout volontarisme doit s'accompagner d'un réalisme objectif. Nous ne réussirons pas notre transition sans coordonner l'attente citoyenne et des consommateurs d'un côté et les réalités techniques et économiques de l'autre. Si aujourd'hui j'ai tenu à ce que l'indice de réparabilité soit inscrit dans la loi, c'est parce qu'il est possible de le rendre opérationnel, de le rendre concret. C'est aussi comme ça qu'on sort du cynisme. Le cynisme, j'insiste là-dessus parce que c'est parfois ce qui tue les politiques publiques en matière environnementale. On se fixe des grands objectifs et on ne se donne pas vraiment les moyens de les réaliser. Ou en tout cas, pas les moyens d'être redevable et de travailler en toute transparence et de s'intéresser à la mise en œuvre. Et du coup, c'est trop facile pour les détracteurs, parce qu'il en existe encore beaucoup, de le critiquer et de dire, bah, vous voyez, finalement, vous faites des choses, mais vous dites des choses, mais vous ne les faites pas. D'où l'importance de penser dès le début à rendre les choses opérationnelles. Parce que nous avons fait ensemble tout le cheminement préalable à son déploiement à plus large échelle. Alors c'est difficile parfois, surtout quand vous êtes un responsable politique, où vous devez souvent être sur le devant de la scène, essayer de communiquer, parfois faire un peu d'esbrouf. Et ben, c'est plus difficile de travailler à bas bruit, avec des acteurs comme vous, derrière la scène, sur comment avancer pour rendre les choses opérationnelles le plus rapidement possible. Alors je vais peut-être quand même rappeler les grands principes de cet indice. Il est issu d'une méthodologie d'évaluation qui est fournie par l'ADEME, que je remercie d'ailleurs encore, et de l'ensemble. Je remercie aussi l'ensemble des services du ministère de la Transition écologique et solidaire pour le travail qu'ils ont effectué. Il sera formalisé, cet indice, par un score sur 10, résultant de 5 critères. Je ne vais pas les lister tous ici, parce que malheureusement, vous l'avez entendu, j'ai un train, mais je sais que beaucoup pensent déjà d'ailleurs au compteur d'usage pour certains des critères qui sont utilisés dans le calcul de l'indice. Cet indice, il va concerner dans un premier temps les ordinateurs, les smartphones, les lave-linges, les téléviseurs et les tondeuses à gazon. Aujourd'hui, il me semble essentiel que nous nous concentrions sur sa mise en œuvre. Je constate en effet déjà une appétence des acteurs les plus engagés pour passer à l'étape suivante, l'indice de durabilité. Et c'est vraiment vers ça que nous devons aller. Je suis favorable à ce que la durabilité soit très clairement l'objectif assumé par tous, mais je ne souhaite pas que ça ralentisse la dynamique sur les travaux en cours pour la finalisation autour de la réparabilité. L'économie circulaire, c'est un nouveau modèle vers lequel notre société est lentement en train de réaliser sa mue. Comme tout nouveau modèle, il peut faire peur. Notre mission aux uns comme aux autres, c'est de faire valoir les opportunités de ce nouveau modèle. Et je le dis d'autant plus que tout au long de ces 2 dernières années de travail, je vous ai donné des gages de ma détermination à aller vers toujours plus ambitieux. Mais cette ambition, elle n'est rien, elle ne peut rien sans une démarche préalable de collaboration, de consensus, d'adhésion de la part de tous les acteurs. Et je sais que c'est ce que vous allez continuer à faire aujourd'hui, ce matin. La matinée d'échange qui vous attend, elle sert cette dynamique. C'est pour ça que je tenais à l'ouvrir.
C'est pour ça aussi que je suis désolée de devoir partir aussi vite. J'aurais beaucoup aimé vous écouter, chère Laetitia, parce que j'apprends toujours beaucoup de choses, mais malheureusement, j'ai un train qui m'attend. En tout cas, bonne journée, bon colloque, bon travail. Merci encore à tous de votre contribution. Je sais que vous le ferez avec vigilance, sans complaisance, mais essayons d'avancer, notamment en vue des débats qui auront lieu à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à Madame la Ministre qui a fait l'effort de venir malgré ses contraintes d'agenda. Merci en effet au ministère aussi qui nous accueille aujourd'hui. On avait fait notre premier colloque au Sénat, puis à l'Assemblée. Là, nous sommes au ministère, donc on continue les débats dans le cadre des institutions, mais bien au-delà également. Merci aux équipes techniques d'ailleurs qui nous sont aussi aidées pour cette organisation. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore assez bien l'association HOP, je vais quand même en dire quelques mots. C'est une association qui a été créée en 2015, qui vise avant tout à plaider pour l'allongement de la durée de vie des produits, à la fois en sensibilisant les citoyens, en les fédérant, en leur montrant les alternatives, notamment à travers le site produitsdurables.fr que nous avons impulsé. Également une forte dimension de plaidoyer. Madame la Ministre l'a rappelé, avec notamment la publication d'un livre blanc qui contient 50 mesures de politique publique, et puis un travail avec les entreprises parce que nous souhaitons travailler de manière constructive avec les entreprises qui ont envie d'aller vers cet engagement pour la durabilité et la réparabilité. Nous savons qu'elles sont nombreuses, et de plus en plus nombreuses, ce qui est très positif pour nous. Même si nous n'oublions pas non plus un devoir de vigilance qui est exigeant, mais qui reste constructif. Comme l'a dit la ministre, il y a beaucoup de choses dans nos rapports d'enquête qui sont sur justement les solutions. Et donc nous avons notamment publié 3 rapports d'enquête que vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir, de lire sur Internet ou de trouver ici, vous pouvez récupérer sur l'entrée. Donc nous avons un rapport d'enquête sur les lave-linges que vous avez vu récemment publié et qui a été un peu relayé par les médias, mais également un rapport sur les imprimantes et sur les collants. Ces rapports ne sont pas à charge, ils visent vraiment à développer l'expertise parce qu'aujourd'hui on en a vraiment beaucoup besoin, et une expertise qui se veut la plus indépendante possible et la plus renseignée possible, avec beaucoup d'humilité. Forcément c'est encore il faut aller plus loin, il faut avoir beaucoup plus de données pour être encore plus précis, mais c'est une première pierre à l'édifice. Nous avons aussi un club de la durabilité, je l'ai dit, avec une vingtaine d'entreprises aujourd'hui qui sont engagées pour être volontaires à allonger la durée de vie des produits, avoir des services et des produits qui font part qui sont dans le cadre d'un écosystème favorable à la durabilité, parce que la durabilité, on ne peut pas le prendre comme une chose sortie de son contexte, c'est vraiment un écosystème qui sert une diversité d'acteurs économiques et qui peuvent rendre service aux consommateurs, mais aussi à l'environnement. Et c'est vraiment dans l'ADN de l'association HOP d'être à la fois sur le volet consommation et sur le volet environnement. On a aussi la chance d'avoir un comité d'experts avec un certain nombre de personnalités issues du monde académique ou du monde professionnel qui ont une expertise intéressante à partager avec nous. Une fois encore, comme dans le club de la durabilité, on n'est pas toujours d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est de confronter vraiment les points de vue et d'avancer ensemble pour avoir le plus d'expertise possible sur ces sujets-là. Et je suis ravie d'en compter un certain nombre ici d'ailleurs.